L'alimentation est bon marché. Elle est même bradée selon certains. C'est surtout le cas des denrées alimentaires de base qui sont vendues en dessous de leur valeur réelle. Si le prix est le facteur déterminant et si tout le monde est dans la même dynamique, il va de soi que les prix vont chuter. Mais au fait, comment fixe-t-on les prix? À vrai dire, les producteurs n'ont pas grand-chose à dire. C'est le distributeur qui fixe les prix. L'Union européenne subventionne les denrées alimentaires depuis des dizaines d'années. Dans quelle mesure nos gouvernants influencent-ils les prix? On utilise de l'argent public pour maintenir les prix au plus bas. S'il n'y avait pas d'aide, il n'y aurait plus d'exploitation en France. Quel pouvoir ont les consommateurs? En fin de compte, on n'est pas toujours prêt à mettre le prix. Birgit Rehag vient de faire ses courses hebdomadaires. Elle a dépensé plus ou moins 60 € pour nourrir sa famille de 4 personnes. C'est peu pour 7 jours. Du vin, du lait, des fruits, du pain, de quoi assurer le quotidien. La famille Rehag compte 2 petites filles pour qui une alimentation saine est importante. N'oubliez pas d'enlever vos chaussures. Mon petit chou. Les ménages allemands dépensent toujours moins pour se nourrir. Tout est bon pour faire des économies. Rares sont les consommateurs qui se préoccupent de la valeur réelle de leur panier de provisions. Pourquoi les produits alimentaires sont-ils si peu chers dans les supermarchés? Les consommateurs seraient-ils prêts à dépenser plus? Et si c'est le cas, pour quels produits? Évidemment, tout le monde préférerait consommer des produits sains issus de l'agriculture biologique. Mais en fin de compte, on n'est pas toujours prêt à y mettre le prix. Birgit Rehag fait régulièrement ses courses dans ce magasin Edeka à Hambourg. On y trouve les marques habituelles, mais aussi les produits propres à l'enseigne, à des prix bien plus attractifs. En nous limitant à certains articles pris au hasard, nous tentons de comprendre d'où ils proviennent, comment ils sont fabriqués et pourquoi ils sont si bon marché. Nous commençons par le rayon fromage. Les vitrines sont pleines de spécialités fromagères françaises dont Birgit Rehag raffole. L'un des plus gros fournisseurs est le groupe Lactalis, avec sa marque phare Président. Le camembert vaut 2,49 €. Il est fabriqué en Normandie. On est bien conscient en achetant un produit qui vient de l'étranger que le coût du transport se répercute sur son prix. Mais ça ne m'empêche pas de choisir un fromage juste parce qu'il me plaît. Trotzdem greife ich bei Käse auch zu Käsesorten, die mich einfach ansprechen. Und da denke Je ne me préoccupe pas forcément de savoir si effectivement le fromage irlandais vient d'Irlande ou le français de France. Nous sommes à Longuet-Jumelles dans le Maine-et-Loire, dans une exploitation somme toute classique. La plus grande partie du lait produit ici va servir à la fabrication des fromages Président. Mais la ferme n'est pas rentable. Yves Corvézier, son propriétaire, doit constamment augmenter sa production. Le fait de regrouper les 3 exploitations, le fait d'avoir un troupeau de 200 vaches, a concentré la main-d'œuvre, a concentré le matériel. Nous avons fait des économies d'échelle, nous avons augmenté l'efficacité, donc nous avons diminué le prix de production du litre de lait. L'exploitation produit 1,5 million de litres de lait par an, dont 80% sont vendus au groupe Lactalis pour la fabrication de ces fromages. C'est le groupe qui fixe les tarifs. Yves Corvézier n'est même pas consulté. Le prix, aujourd'hui, le prix de base, c'est 285 € la tonne, c'est-à-dire 28 centimes d'euros le litre. C'est le même prix que je vendais le lait quand je me suis installé en 1981. Donc c'est une catastrophe et c'est pour ça que beaucoup de producteurs de lait arrêtent.
Les mêmes prix qu'il y a 30 ans. Comment est-ce possible? Est-ce une conséquence de la politique de subvention de l'Union européenne? Le camion de la laiterie ne passe que tous les 2 jours. Il faut donc conserver et réfrigérer le lait pendant ce temps. Et cela représente une dépense supplémentaire. Le lait va servir à la fabrication du fromage président, un produit de grande consommation qui va faire bien du chemin avant de se retrouver dans les rayonnages des supermarchés. D'abord de Longuet à Domfront, puis vers le sud de l'Allemagne, jusque chez le distributeur qui alimente les pays situés à l'est de la France. Avant d'arriver dans le supermarché de Hambourg, le fromage aura parcouru plus de 1600 km. Malgré cela, il coûte toujours 30 centimes de moins qu'en France. Comment est-ce possible? Jens Peter Loy est professeur d'économie agricole à l'université de Kiel. Pour lui, le transport de marchandises sur de grandes distances n'est pas rentable pour tous les produits. Les coûts liés au transport sont d'autant plus importants que la valeur du produit est faible. La première remarque à faire est que le transport routier est bien plus onéreux que le transport maritime. Or, à l'intérieur de l'Union européenne, les produits utilisent tout naturellement la voie terrestre. Le cas des fromages est un peu particulier, en ce sens qu'il s'agit là de spécialités pour lesquelles une distribution à dimension européenne peut éventuellement se justifier. Pendant plus de 3 ans, Andreas Straub a occupé la position de manager chez Aldi. Il connaît les rouages du dumping commercial. Des spécialités françaises à prix cassés? Ce n'est pas un problème. Avec la pression qu'exercent les discounters, rien n'est impossible. L'Allemagne aussi a sa spécialité. Les denrées alimentaires y sont meilleurs marchés que partout ailleurs en Europe. Cette situation est certainement liée au fait que le pays compte le plus grand nombre de discounters en Europe. Ils représentent environ 40% du marché en Allemagne, pour seulement 11% en France. Il va de soi que cela influence le prix des produits. Le calcul n'est-il pas un peu rapide? Les discounters ne jouent-ils pas avec les aides publiques versées à l'industrie alimentaire? Les prix cassés ont aussi des répercussions sur la santé de l'exploitation laitière d'Yves Corvézier. Sans les fonds de l'Union européenne, il ne pourrait maintenir son activité. Le rôle de Bruxelles, on est un petit peu dubitatif, on y croyait beaucoup, on y croit encore beaucoup. Mais Bruxelles aide finalement à compenser le prix. C'est une aide à la consommation pour qu'on puisse produire de l'alimentation en dessous du coût de revient, en dessous de ce que ça nous coûte. Parce qu'en réalité, le fromage devrait être bien plus cher en rayon. Yves fait ses calculs. Eh bien, le fromage coûterait minimum 3,5 €, quoi. Il faudrait rajouter 30%. Il faudrait rajouter 30%, donc 3 fois 2, 6, oui, 3,60 €. Ouais. Nous, on reçoit une aide importante, je n'aime pas le terme subvention, une aide importante qui est autour de 80 000 € pour 250 hectares pour 10 salariés, 5 salariés et 10 personnes à travailler en tout. Mais comme notre lait est vendu en dessous du prix de revient, c'est juste une compensation. Et notre revenu est inférieur à le revenu total est souvent inférieur à l'aide. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'aide, il n'y aurait plus d'exploitation en France. Produire en dessous du prix de revient n'est possible qu'avec l'aide de l'Union européenne. Seraient-ce ces subventions qui font baisser les prix? Les aides agricoles existent depuis les années 1950. Elles sont un mélange compliqué de subventions bien intentionnées et de concessions accordées au lobby des syndicats agricoles. Le but était de venir en aide aux petits exploitants agricoles en leur assurant des revenus suffisants de façon à ce qu'ils n'abandonnent pas leurs terres pour aller chercher des salaires plus attrayants à la ville. Brigitte Halfter fait partie d'un groupe de journalistes qui tentent de démêler l'écheveau complexe des systèmes de subvention. Chaque année, l'Union européenne verse 58 milliards d'euros d'aide financière à ses exploitants agricoles. 10 milliards reviennent à la France, contre 6 pour l'Allemagne. Le partage est inégal.
Dès le départ, il était prévu de donner plus aux gros producteurs. L'importance de la production est souvent liée à la taille de l'exploitation. C'est ce qu'on appelle les versements directs. En Allemagne, quelqu'un qui exploite un terrain agricole ou un pâturage touche en moyenne 320 € par hectare, peu importe ce qu'il y fait pousser. En clair, plus on possède de terres, plus on touche de subsides de Bruxelles. Cela profite principalement aux exploitations qui pratiquent l'agriculture et l'élevage conventionnels à grande échelle, comme celles qui produisent des céréales ou du lait. La politique de l'Union européenne est conçue pour une agriculture industrielle. 1,5% des exploitants agricoles européens bénéficient à eux seuls de 30% du budget total, à savoir 17 milliards d'euros. Les 98,5% restants doivent se partager 41 milliards d'euros. Ce système mériterait d'être réformé. On pourrait fixer des objectifs ambitieux. Par exemple, subventionner l'agriculture biologique plutôt que la production de masse, en encourageant financièrement les agriculteurs prêts à respecter les normes de production biologique. L'agriculteur qui exploite un hectare de manière conventionnelle pourrait peut-être décider de travailler différemment s'il y avait une volonté politique de promouvoir l'agriculture biologique. En fait, il se mettrait en conformité avec les aides proposées. Il s'agit après tout de soutenir financièrement une décision politique. En réalité, les fonds sont des instruments politiques. Mais la réforme a échoué. La prime à la surface est maintenue. Les efforts pour imposer une politique agricole durable ont été balayés. La politique agricole de l'Union européenne a toujours privilégié l'efficacité de la production de masse. L'objectif de la politique agricole européenne est d'être toujours plus rentable. Il faut gagner en productivité pour être toujours plus rentable. C'est écrit dans les traités. Je crains qu'il ne reste pas grand-chose d'écologique dans cette réforme agricole et qu'on perde à nouveau 7 ans. Le bon vieux système d'arrosage qui veut que quiconque possède un terrain obtienne de l'argent devrait subsister aux dépens des producteurs biologiques, qu'on aurait pu et qu'on aurait dû encourager. Pour Yves Corvézier, rien ne va changer. Il va continuer à percevoir des aides qui seront toujours insuffisantes, notamment parce que les subventions s'accompagnent de conditions qui génèrent forcément d'autres dépenses. Comme sa ferme se situe sur les bords de la Loire, elle est soumise à une réglementation très stricte en matière de protection des eaux. Quant à la petite fromagerie qu'il a installée, elle ne répond plus aux normes de l'Union européenne. Il espérait gagner un peu d'argent en diffusant ses produits laitiers en vente directe, mais cela va être difficile. On a fait une mise aux normes en 2000 qui nous a coûté déjà 400 000 €. Donc on a travaillé beaucoup pour amortir cette mise aux normes qui n'est pas terminée, l'amortissement n'est pas terminé. Et les nouvelles normes qui entrent à nouveau en place, zone sensible, plus le fait que on était aux normes pour jusqu'à 200 vaches, si nous passons à 202 vaches, les normes changent. Et il faut tout recommencer. Les fonds européens ne lui font pas de cadeaux. Pour arrondir ses fins de mois, il commercialise ses propres produits. Un fromage du terroir pour des gens du terroir. On a mis la vente directe et la production de produits labourés en place pour essayer de contrer la baisse du prix du lait, puisqu'il n'y a aucune visibilité d'augmentation du prix du lait à l'avenir. Et les consommateurs intéressés par la qualité, puisque c'est vraiment des produits qui n'ont rien à voir avec le produit industriel. Yves Corvézier reste dépendant des subventions, celles-là même qui contribuent à tirer le prix des denrées alimentaires vers le bas. Les agriculteurs sont pris dans un cercle vicieux.